La question du rapport de sol, on a commencé classiquement par aller chercher le MAC pour avoir une étude géotechnique qu'on a réalisée, c'était Ginger. Et alors, on a eu deux sujets. On a eu le premier sujet qui était une question de faiblesse. Enfin, il y avait un des points de sondage qui a fait apparaître une faiblesse dans le sol. Alors peut-être que Delphine, est-ce que tu veux bien partager ton écran pour pouvoir partager le rapport de sol et qu'on montre les petits éléments, s'il te plaît? Ouais. Donc, sur la question du rapport de sol, donc la première, c'était la validité du sol pour pouvoir construire notre petit bâtiment, qui est un bâtiment donc avec deux salles de bibliothèque et une salle de classe, avec des contraintes d'exploitation quand même un peu fortes, puisqu'on était à 400 kilos par mètre carré pour les bibliothèques, ce qui était une contrainte assez forte. Donc, au démarrage, on a lancé le rapport Ginger comme d'habitude, et il y a un des points de sondage où il y avait une interrogation. Donc l'interrogation, on a écouté Ginger qui nous a dit il faut refaire des points de sondage. Donc on a refait une deuxième campagne de sondage et là, même chose, à 30 centimètres du point où ils avaient cru avoir quelque chose, eh bien, on se retrouvait avec une zone un peu indéterminée. Finalement, on a été chercher nos collègues de l'inspection générale des carrières, qu'on remercie d'ailleurs, parce que heureusement qu'ils étaient là, pour essayer de comprendre ce qui pouvait bien se passer sur ce sol. Ça a pris un temps absolument infini, 2 mois pour avoir le premier rapport, de nouveau des sondages, et puis hop, de nouveau 2 mois pour avoir le rapport. Et au final, on n'était pas tellement plus avancé. Donc, en discutant, en mettant tout le monde autour de la table, Ginger, l'inspection générale des carrières, on a fini par comprendre que ce qui était essentiel, c'était non seulement d'avoir un rapport de sol qui dise la nature du sol, mais aussi qu'on puisse voir si jamais il y avait une difficulté, qu'on puisse voir réellement ce que c'était que cette difficulté. Parce que si c'était un vide, il y avait un protocole particulier de la part des carrières pour combler avec un coulis de ciment. Mais si c'était autre chose, il y avait une autre façon de renforcer. Bref, au final, on s'est aperçu que la seule chose à faire, c'était de commander un carottage. Donc, c'est une prestation qu'on commande assez rarement, finalement, au dire de Ginger, puisque c'est plus coûteux. En revanche, nous, ça nous a sauvé la vie, puisque on a fait ce carottage. Est-ce que t'as la photo du carottage, Delphine? Ouais. Merci. Le carottage, donc c'est ça, c'est juste d'aller, au lieu de faire un sondage destructif, on fait un sondage où on vient rechercher, prélever le sol. Et le sondage par carottage a montré rien du tout, c'est-à-dire aucun problème de sol. Ce qui a fait qu'on a pu avoir un rapport, enfin Ginger a repris son rapport et nous a fait un rapport de sol comme quoi voilà, il n'y avait pas besoin de consolider le sol et les fondations préconisées étaient par contre des fondations en béton. Alors, on a évidemment nous demandé est-ce qu'on pourrait avoir des fondations par pieux vissé puisque c'était notre objectif de départ. Et la réponse de Ginger, ça a été que c'est une technique qui est une technique non traditionnelle. Et la technique non traditionnelle, il ne savait pas la calculer. Donc, comme il ne savait pas la calculer, il ne pouvait pas la prescrire. Donc, on a échangé un certain nombre de fois avec Ginger pour qu'ils écrivent dans leur rapport une petite phrase qui laisse ouvert le sujet. La petite phrase en question, c'est Mince. euh, Excusez-moi, je suis allée trop loin. alors, la petite phrase en question, suspense, suspense.
Voilà, c'est à noter. Donc là, il y a les trucs sur les remblais, les machins. Et puis, il est indiqué à noter que d'autres types de technologies de fondation pourront être envisagées. Une variante en pieux vissé métallique type Technopio équivalent pourra ainsi être étudiée sous réserve de la validation par une entreprise spécialisée. Donc ça, ça a été le dernier échange avec le bureau d'études géotechniques, puisque derrière, plus de géotechniciens pour nous accompagner, puisque pour eux, à partir du moment où ils ne préconisent pas les fondations, ils ne font pas les calculs, c'est terminé. Donc, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a passé une mission à notre bureau de contrôle, une mission, je ne sais plus comment on l'a appelée, pour accompagner sur une technique dite non courante, on va dire, et pour vérifier donc la bonne validité des calculs réalisés par l'entreprise Technopieux par rapport à leur avis technique, puisque ça a été Technopieux avec leur avis technique, l'avis technique étant évidemment aussi dans la hiérarchie des normes en accord avec les eurocodes qui définissent les dispositions techniques pour les fondations. Alors, avant Technopieux, il est là, mais il le sait, on a eu une petite expérience avec une autre entreprise qui réalise des pieux vissés. L'expérience n'a pas été au bout puisqu'ils n'ont pas été... ils étaient en train de faire les calculs, etc. Et le prestataire est tombé malade. Voilà. Bon, pour être franche, c'était quand même assez compliqué de faire les calculs directement avec les eurocodes sans avoir l'appui de l'avis technique. Quand on a travaillé avec Technopieux, le fait d'avoir un avis technique a quand même énormément simplifié les questions. Voilà, alors ça c'était avant le chantier. Et maintenant, alors Delphine, est-ce que tu veux bien enlever ton écran? Enlever ton écran. Donc maintenant, Technopieux, voilà. Je vais partager, je vous envoie à tous. Voilà. Vous venez de recevoir, alors dans l'onglet en bas de votre écran, il y a un onglet converser à côté de machin vert partager l'écran. Donc converser, vous avez un lien, je vous ai envoyé un lien. Ce qu'on vous propose, donc c'est une vidéo qui dure 9 minutes. Donc on est dans la cour de l'école d'Ivry. C'est l'école où les élèves vont aller. Ah ben voilà, ils vont arriver d'ailleurs. Ce que je voulais vous dire, c'est que le chantier a démarré, les fondations cette semaine, et qu'on est en chantier en pieux vissé. Sur un bâtiment si petit que le nôtre, 228 m² de surface de plancher en R+1, nous devions absolument limiter l'impact des fondations dans le bilan environnemental de l'opération. Non seulement le coût carbone, mais aussi l'impact sur le sol, la biodiversité et la réversibilité. Et au Québec, ils appellent ça un KISS, un Creative Invent, Simple and Stupid. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus simple qu'une hélice qu'on vient visser dans le sol, pareillement à une vis qu'on vient visser dans un mur. Mais les capacités portantes de ces petites choses sont extraordinaires. L'entreprise retenue pour le chantier est Technopieux, leader dans le secteur avec une forte expérience au Canada, où cette technique est beaucoup plus utilisée qu'en France. On fait des fondations sur pieux métalliques vissés, c'est-à-dire qu'on vient avec une machinerie spéciale mise au point par Technopieux, qui enfonce des pieux à une profondeur donnée en fonction de la charge à reprendre. La technologie Technopieux est couverte par un avis technique qui prévoit une phase d'essai préalable dans laquelle on a un test à la compression et un test au cisaillement pour valider la portance des pieux retenus sur le sol du site. Chaque projet que le concessionnaire reçoit, avant de remettre le chiffrage, passe par la moulinette du bureau d'études, du service ingénierie, qui vient analyser et dimensionner les pieux pour remettre l'offre au client, et qui vient aussi nous épauler sur les essais de conformité qu'on réalise pour vérifier que sur le terrain, ce qui a été préconisé est bon et est capable de reprendre la charge.
Sur notre chantier, les essais en compression ont donné d'excellents résultats. En revanche, les essais en cisaillement étaient un peu proches des limites acceptables. Il a été décidé, sur les pieux isolés, de recourir à des pieux d'un diamètre un peu plus important pour réduire le risque de déplacement sous charge horizontale de moitié, soit 3 mm. Le bâtiment est petit, certes, mais son programme de bibliothèque à rez-de-chaussée, avec des charges d'exploitation de 400 kg au mètre carré, a entraîné un besoin de fondation de 39 pieux répartis sur 23 appuis, dont 16 appuis qui ont dû être doublés et reliés par une poutre en I formant chevêtre. On se limite à un immeuble R+2, parce qu'on ne va pas aller chercher des chantiers qu'on n'est pas capable de réaliser. Doubler des pieux, c'est quelque chose qu'on est capable de faire, c'est ce qu'on fait actuellement sur le chantier. Tripler, quadrupler des pieux, ça devient très compliqué parce qu'il faut avoir un massif en tête de pieux et on n'est plus vraiment dans une technique appropriée aux technopieux. La machine employée est hyper maniable. Elle mesure à peine 1,40 m de large, mais sa puissance limite le vissage à 15 tonnes maximum par pieu, donc 30 tonnes maxi pour nos doubles pieux. La capacité portante du pieu va dépendre réellement du moteur de la machine. Donc ça, c'est la machine, la EM1, qui a été mise au point par Technopieux pour visser les technopieux. Et l'avantage de cette machine, c'est qu'on contrôle en permanence le couple d'enfoncement grâce à ce manomètre qui nous indique donc la relation qu'il y a entre le couple d'enfoncement et la portance du pieu. Donc quand on arrive à un certain couple donné sur la machine, on est capable d'affirmer qu'on est capable de reprendre une charge, par exemple, pour 1500 PSI, on est capable de reprendre environ 8 tonnes. Si on s'aperçoit que l'étude de sol nous indique une profondeur de 6 mètres et qu'à 6 mètres, on n'a pas la bonne capacité portante, on va essayer d'aller chercher le bon sol en allant plus loin, plus profondément. Donc en fait, on est capable de maîtriser la technologie de A à Z. On est capable de voir si à 6 mètres, on est bon sur un pieu, le pieu voisin à 6 mètres peut ne pas être bon et à ce moment-là, on descend plus profondément jusqu'à obtenir le bon couple d'enfoncement. Le pieu structurellement est limitant, mais nos machines en France nous permettent d'enfoncer les pieux jusqu'à 14 tonnes. Les hélices des technopieux sont assez ouvertes et creuses pour permettre de passer sans problème des petits obstacles ou cailloux même très durs, des silex de 10 cm parfois de diamètre que nous avons rencontrés dans nos remblais. Pour le vissage, les pieux métalliques sont équipés d'un niveau à bulle magnétique qui permet tout au long de l'opération de vérifier la parfaite verticalité du pieu. Sur notre chantier, les remblais étaient d'une profondeur variant entre 1,90 m et 2,70 m. Les pieux ont tous été vissés dans le bon sol lorsque la pression du couple de vissage indique la bonne correspondance de portance et à des profondeurs qui peuvent être différentes. En fin de chantier, un relevé de chaque profondeur pour le même couple de vissage est intégré dans le dossier pour le bureau de contrôle. Sur notre chantier, les pieux ont été vissés à des profondeurs entre 2,60 m et 3,80 m par rapport au terrain naturel. La profondeur est obtenue en soudant des rallonges de 2 mètres au tube initial avec l'hélice. Technopieux a mis au point un système de technoprotection. Donc c'est un système de micro-redresseur qui diffuse un très faible courant dans le sol qui permet d'éviter les phénomènes de corrosion. Donc plutôt que l'acier avec sa corrosion perd des électrons, là on vient en permanence alimenter le système de fondation avec des électrons, ce qui permet de garantir le système dans le temps. Pour faire aussi un comparatif, c'est ce qu'utilisent les convoyeurs de matières premières, gaz, les gros pipelines dans les océans, utilisent ce système de protection cathodique sur leur canalisation. Donc c'est vraiment quelque chose de pérenne qui a été dimensionné pour du milieu aquatique salin, donc très corrosif, et qu'on installe partout, aussi bien sur ce chantier-là qu'un chantier en bordure de littoral. Pour une installation comme celle-ci, on est aux alentours de 24 watts à l'année. Donc on aime parler en équivalence, c'est une ampoule halogène allumée pendant 1 heure pour une consommation annuelle du système. La tolérance est de 5 cm par rapport au point d'implantation du géomètre et la platine qui vient sur la tête de pieu de 30 cm par 30 cm est prévue pour rattraper cet écart si besoin. Sur notre chantier, la précision était de l'ordre du centimètre et le fil d'implantation a permis de le vérifier très facilement. En hauteur, au moment du recépage du pieu, par rapport au niveau NGF demandé, la tolérance a été de l'ordre du millimètre. C'est un chantier d'une trentaine de pieux, on installe en 2 jours, l'opération est terminée. On est très bon, Je dirais pas imbattable parce que
On va pas avoir les chevilles qui enflent là, mais on est très bon. On est capable de faire beaucoup de choses qui sont pérennes dans le temps, qui ont une durée de vie qui sont très bonnes, qui rivalisent même avec les structures béton. À la fin du chantier, nous avons découvert que l'avis technique de Technopieux en réalité ne prévoyait pas d'essai de contrôle in situ lorsqu'il y a moins de 50 pieux sur le chantier. C'est en fait le tableau de correspondance de l'avis technique qui fait foi et qui suffit pour le bureau de contrôle. Plus on avance dans le temps, plus on va faire de chantier, plus on s'aperçoit que les fondations qu'on installe, elles sont quand même chouettes parce que vis-à-vis des terrains où on intervient, il n'y a pas eu de terrassement de fait, on plante les pieux, la personne construit sa maison au-dessus, la terre n'a pas été touchée, n'a pas été impactée, et ça c'est très important. Je ne dirais pas que c'est le premier argument que je viens exposer, mais ça vient assez rapidement derrière. Actuellement, nous sommes en train de mettre au point des fiches FDES sur les fondations pour avoir le bilan environnemental, le bilan carbone du pieu. Nous n'utilisons pas d'eau. Au niveau des ressources, c'est de l'acier qu'on remet dans le sol, donc il n'y a pas d'apport ni d'eau ni de matière chimique. Donc c'est tout à fait écologique, je dirais. Donc la fiche FDES va permettre de nous donner une crédibilité sur ce sujet-là. Donc ça fait déjà le deuxième renouvellement d'avis technique qu'on est en train d'avoir. Donc on a un bagage technique derrière la technologie en elle-même qui nous permet d'avoir des garanties et une expertise technique appropriée à chaque chantier. Je crois que vraiment, il faut qu'on se dise qu'en termes de nuisance aussi de chantier, on est sur une technique qui apporte énormément de choses dans un secteur qui est un secteur contraint et aussi dans des chantiers qui sont quand même faits en site occupé. Ah ben voilà, il y a les enfants. Donc ça nous a permis d'avoir aussi une gestion du budget parce que on est sur un coût qui était un tiers de moins que le prix des fondations en béton. Donc pour nous, c'est une opération qui est réussie. Voilà, donc cap des pieux vissés. Bon, eh ben on va commencer peut-être, Monsieur De Francis, si vous voulez mettre votre micro. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors, j'avais une petite question alors, pour tout le monde déjà, on a mis sur notre site internet, donc le http passerelle-écologique.paris, on a mis un certain nombre de documents. Donc, on va mettre la vidéo aussi et c'est accessible à tout le monde, y compris pas de la ville, bien sûr. Alors, il y avait une première question qui m'avait été envoyée. Cette technique est-elle utilisable sur tout type de sol? Cette solution pourrait donc être utilisée sur des projets d'extension ou des petits projets. Et il y a une question complémentaire dans cette question. A-t-on un ratio de prix entre solution classique et cette solution? On répondra, Delphine et moi, à la deuxième partie, mais cette technique est-elle utilisable sur tout type de sol? Alors oui, on est sur globalement, il y a 95% des sols sont bons pour utiliser du technopieux. Le seul cas où on ne peut pas utiliser du technopieux, c'est quand on a de la roche compacte à 50 cm, où là, les fondations classiques, je dirais, sont tout à fait utilisables parce qu'il y a très peu de terrassement et on part sur une semelle filante directement sur la roche. D'accord. Après, dès qu'on a un sol qui n'est pas bon ou qui même est bon à 1,70 m, on est capable d'enfoncer des pieux. D'accord. Et jusqu'à quelle profondeur vous pouvez enfoncer les pieux? Indéfiniment jusqu'à ce qu'on rencontre le bon sol finalement. Au Québec, ils ont eu un projet qui est descendu à 45 mètres. Donc, 45 mètres avec des pieux de quel, vous savez de quel diamètre? 45 mètres de profondeur.
45 mètres de profondeur mais combien de diamètre du pieu? Ah, sur un diamètre de 10 centimètres. Alors, le problème, c'est qu'il y a eu un pieu qui a été enfoncé à cette profondeur-là. Ensuite, on a vu qu'il y avait un risque de flambement dans le sol du pieu vu la profondeur. Et à ce moment-là, la solution qui a été retenue, c'est de doubler, voire sur certains pieux, quadrupler les hélices avec des plus grands diamètres. D'accord. Qui permet d'augmenter la portance du pieu et donc de l'enfoncer moins profondément. D'accord. Enfin, 45 mètres, oui, ça va. Peut-être que En France, le maximum, c'est 21 mètres. 21 mètres pour un R+2? Non, c'était des fondations pour un silo pour faire du stock de farine. D'accord, ok. Voilà. Alors, j'ai une deuxième question qui m'avait aussi été envoyée par Farid Zeibé. Alors, pour la protection contre la corrosion de ces pieux en acier, il a été privilégié le système de protection cathodique. Dans cette solution, on utilise du matériel électronique. Quid de l'exploitation de la surveillance? Et pourquoi la solution d'utilisation de pieux galvanisés n'a pas été retenue? Question de coût, bilan carbone. Alors, il est vrai que nous, on a plusieurs systèmes de protection des pieux contre la corrosion. Le premier, c'est celui qu'on connaît tous, la galvanisation. Le deuxième, c'est de mettre un pain de magnésium autour du pieu. Sur l'échelle des métaux, le magnésium va se consumer avant l'acier, donc ça va lui permettre d'avoir une garantie encore supplémentaire dans le temps, mais qui a une limite, qui a toujours une limite temporelle. Donc on gagne X années de durée de vie. Et la troisième, c'est la protection cathodique. Donc pourquoi est-ce qu'on met une protection cathodique plutôt qu'une galvanisation sur un projet comme celui-ci? La première, c'est qu'on n'est pas sûr que la galvanisation, lorsqu'on enfonce un pieu, va sauter ou va s'altérer, etc. C'est une couche qui fait, je crois qu'on est sur 0,5 mm, je crois, d'épaisseur de galvanisation. Donc ce système-là, et finalement, économiquement parlant, on a remarqué qu'au-delà de 20 pieux, c'était plus économique de mettre un système de protection cathodique qui est tout à fait, valable et scientifiquement prouvé comme efficace, plutôt que de la galvanisation qui revient à augmenter le coût du chantier sensiblement dès lors qu'on dépasse 20 pieux. Et c'est dans votre avis technique? Pour rejoindre, par exemple, la remarque avant sur des extensions, sur des agrandissements, des terrasses, etc., on va préconiser de mettre une galvanisation parce qu'il n'y a pas beaucoup de pieux et qu'on est capable économiquement d'être moins impactant, tandis que sur des chantiers de 20 pieux et plus, on va conseiller de mettre une technoprotection. C'est dans votre avis technique la protection cathodique? Tout à fait, oui. Elle est dans l'avis technique. Et dans le renouvellement, on vient même augmenter le détail sur cette technologie. D'accord. Alors, j'ai une question de Véronique Fradon qui demande si on peut repréciser les limites de hauteur de la construction R+2. Est-ce que cette limite va évoluer vers des bâtiments plus hauts? Et moi, j'en rajoute une petite louche. Est-ce qu'au Canada, ils montent plus haut? Non, alors au Canada, on est sur ils ont la chance d'avoir de l'espace et puis de ne pas avoir le souci de monter en hauteur. Eux, ils sont plutôt sur des structures faiblement étagées. Donc au Canada, non, ils ne vont pas au-delà du R+2 non plus. On pourrait monter au-delà du R+2. C'est juste par les dépenses de charge. En fait, je ne vous ai pas entendu sur la fin. Est-ce que vous pouvez répéter?
ouais, je disais qu'on ne va pas au-delà du R+2 pour des soucis de descente de charge finalement, parce que les descentes de charge deviennent trop conséquentes si on est sur du R+3, R+4. D'accord. Donc, a priori, il y a pas, c'est pas un secteur Non, d'évolution voilà, pour vous? c'est ça. Nous, on préfère rester polyvalent et très je dirais, professionnel, et maîtriser notre marché plutôt que d'aller sur des marchés qui euh, sont pas sur notre dimension de produit. D'accord. Et alors, dans l'autre sens, est-ce que on peut imaginer utiliser les technopieux ou est-ce que vous les utilisez pour des pylônes, parce qu'on sait qu'à Paris, par exemple, on a un sous-sol qui est extrêmement contraint et dès lors que dans l'espace public, si on veut rajouter un pylône ou un objet truc, est-ce que ça peut être aussi une indication de votre produit? Euh, Par exemple, on est, nous, en partenariat avec l'entreprise qui s'appelle TDF. Donc, TDF qui font tous les pylônes de télécommunications. C'est des pylônes qui montent à 30 mètres. Donc ça, voilà, nous, on fait les fondations. On met 15 technopieux par pylône sur un gros massif qui est dimensionné par l'entreprise TDF. D'accord, ok. Alors, il y avait, j'ai pas répondu à la question sur le ratio prix entre solutions classiques béton et solutions technopieux. Alors, bah, ça, nous, on a juste fait une comparaison sur notre opération. Hein. C'est pas une opération différente, mais en fait, bah, c'est bien que Monsieur De Francis s'en va, donc je peux vous le dire. C'était plus cher en béton en ce qui nous concernait. C'était plus cher d'environ un tiers, avec une durée de chantier qui était évidemment beaucoup plus importante puisqu'il fallait terrasser. Comme vous avez vu, notre bâtiment est en mitoyenneté d'un mur de clôture et d'un autre bâtiment. Donc, si on commençait à terrasser, ben, il fallait tenir les terres, etc. Ne pas déchausser les fondations. Donc, on était sur un prix qui était enfin, au moins un tiers de plus élevé que la solution qu'on a retenue. Voilà. Donc, financièrement, ça nous a été bénéfique. Alors, j'ai une autre question. Des constructions sur le sable. Il y a Sylvie Angeloni qui nous demande si on peut envisager, elle avait l'impression d'avoir vu ce type de dispositions techniques sur des sols sableux. Tout à fait, tout à fait. D'accord. On intervient beaucoup, notamment sur les plages, sur le littoral, sur les plages qui sont éphémères. Vous savez, il y a des barres de plage maintenant qui sont très à la mode et qu'on vient démonter l'hiver. L'avantage de la solution Technopieux, c'est qu'on visse et on dévisse le pieu aussi facilement qu'une vis finalement. Donc, et c'est des pieux qui sont réutilisables d'une année sur l'autre. Donc, avec toutes les personnes qui font des structures éphémères ou des structures temporaires saisonnières, on utilise beaucoup le technopieux. On a eu un gros marché l'année dernière sur la plage de Ramatuelle à côté de Saint-Tropez, où là, il y a eu en fait tout une reconfiguration du littoral avec une redistribution des parts de marché entre les divers restaurants, etc. Et donc, était compris dans les lots la fondation vissée sur des pieux métalliques. D'accord. OK. Alors, j'ai encore une question, mais Julien Guillet, je ne sais pas s'il est là. Quid de l'entretien du redresseur? Alors, je ne sais pas l'entretien du redresseur. Je ne sais pas si c'est le raidisseur. Redresseur. C'est quoi le redresseur?
Le redresseur, c'est dans le système de protection cathodique. Ah, Les pieux sont reliés entre eux pour former la borne plus. On met une anode qui forme la borne moins. Les pieux sont la borne moins. Une anode qui forme la borne plus pour former un système de pile finalement. Et le redresseur, c'est ce qui va être relié au secteur qui va diffuser l'électricité. Voilà. Le redresseur, c'est un outil électronique, donc qui a une durée de vie plus ou moins maîtrisée. On est, nous, sur un système d'entreprise québécoise, donc on a à la fin, lors de l'installation du redresseur, on transmet au client un papier qui lui certifie qu'en cas de défaillance du système, un technicien viendra assurer la maintenance du système pour qu'on puisse toujours faire pour qu'on puisse toujours faire la maintenance du système. d'accord. Ah, Alors, oui, ce redresseur est équipé de deux petites diodes électroluminescentes qui, en cas de défaillance de système, viennent à clignoter. Donc ça, il y a une notice technique qui est transmise aussi, qui permet, sur un contrôle visuel, de voir si le système est efficace ou non. d'accord, très bien. Sachant Il qu'il y a une autre question qui il est… n'y a pas d'inquiétude à avoir si le système ne fonctionne pas sur une semaine ou deux, puisque les pieux ont une durée de vie de 50 ans et 60 ou 70 ans même sur certains sols. En région parisienne, on est sur plutôt 60 ou 70 ans. Ce n'est pas un mois de non-fonctionnement qui va mettre en péril la structure. Voilà, donc on a le temps d'intervenir pour la maintenance. D'accord. Il y a une question sur la dalle support. Est-ce que ça doit forcément être fait avec des IPN ou est-ce qu'on peut imaginer une dalle béton ou une dalle bois directement dessus? Alors, on est sur n'importe quel type de dalle. On intervient à 80% sur des dalles béton. De plus en plus des dalles bois qui font partie d'un développement constructif à l'heure actuelle, et de la dalle métallique, enfin structure métallique avec des IPN. Donc l'avantage de la dalle bois, c'est que sur nos platines, on vient les prépercer et puis on a une fixation directe avec les longrines les poutres bois. Pour les longrines béton, on peut faire soit de la longrine préfabriquée qu'on vient positionner sur les platines entre les pieux, avec un clavetage en tête de pieux. Et puis, si jamais il y a une solution de longrine coulée en fond de fouille, on vient enfoncer les pieux. Sur la platine, on vient mettre un ferraillage qui permette au maçon de fixer le ferraillage de la longrine, et ensuite il y a un coulage des fondations qui est fait en direct. D'accord. Les pieux peuvent-ils être modélisés sur des logiciels de calcul de structure? Alors, peut-être avant ça, Delphine, est-ce que tu pourrais nous montrer le document qui est l'attestation qu'on a reçue en fin de chantier, qui montre, voilà, qui détaille un peu les éléments de calcul qu'on a pu, enfin, de vérification qu'on a transmise au bureau de contrôle. Alors, ça veut dire, voilà, donc en fin de chantier, on a reçu ce document où on a exactement le type de pieux, les diamètres, etc. Puis, alors, allons-y. Attendez, voilà. Après, non, voilà, ce qu'on veut vous montrer, c'est la fiche technique. Voilà. Alors ça, c'est donc la partie, le détail du pieu. Peut-être même un tout petit peu moins… ouais. Voilà. Avec la partie sur la coupe du P5, là, en l'occurrence. Et ensuite…
Ensuite, voilà, la corrélation, on y va, entre la PSI, la pression hydraulique, celle qu'on a vue sur le manomètre dans le film, et le poids, la portance du pieu. Tu veux bien descendre, Delphine? Ah, Delphine? Delphine? Ah, bon. Alors, Delphine va revenir. Elle va nous montrer le tableau de corrélation entre le manomètre et la portance du pieu. Et puis, ce qui est important aussi, c'est le relevé de toutes les profondeurs de pieu. Puisque vous l'avez vu dans le film, un coup, il y en a un qui descend à 3 mètres, un coup à côté, ça va être 2 mètres 70, etc. Tous les pieux ne sont pas à la même hauteur, puisque ce qui fait foi, si j'ai bien compris, hein, monsieur de Françu, c'est la portance et pas la profondeur du pieu. C'est vraiment Exactement. ça qui fait la vie technique, parce que nous, avant, on avait essayé de voir comment on pouvait faire pour le calculer. C'est assez compliqué. Alors, on a perdu Delphine. Ici, je suis revenue, je suis revenue. Alors, J'ai ma connexion qui a sauté. bien. Alors, voilà le plan de localisation où on voit donc les doubles pieux et les simples pieux. Et puis, en dessous, voilà, le rapport. Donc ça, c'est la pression d'enfoncement PSI. C'est ce que vous avez vu sur le manomètre. Et à côté, du coup, on a la profondeur. Alors, si tu restes un peu, on voit que on est entre 3 mètres, 3 mètres 80, 3 mètres 70, 2 mètres 60. Donc, il peut quand même y avoir des différences assez significatives, comme on pourrait dire. Alors, il y a une question que vous n'avez pas posée, mais que nous, on s'était posée, qui est aussi comment on peut savoir si, en fait, on arrive sur de la caillasse. Du coup, la pression sur le manomètre est importante et du coup, on croit que c'est le bon sol, alors qu'en fait, on est juste sur une caillasse un peu plus grosse que les autres. Donc ça, on s'est posé ça comme question et la réponse de Monsieur De Françu sur le site avait été la suivante. On va voir si j'ai bien compris. C'est que, en fait, quand on en rentre dans le bon sol, dans la couche de bon sol, la pression dans le manomètre, elle augmente progressivement. Et du coup, il y a un moment où elle s'arrête. En revanche, si on est sur un obstacle qui est euh, ponctuel, à ce moment-là, on a le manomètre qui prend un grand coup qui fait un grand coup, un à-coup, mais où c'est visible que ça traduit un obstacle et pas un enfoncement progressif comme dans une vis, quoi. Voilà. Alors après, c'est ça, hein, c'est tout ce qu'on a dans le document. Voilà. Je pourrais même Ça, compléter un petit peu ce que vous avez dit, c'est exactement ça. Donc il y a cet à-coup qui arrive. Donc déjà, on vient, en cas d'à-coup comme ça, il est généralement suivi d'un patinage du pieu. C'est-à-dire que le pieu ne tourne dans le vide et donc la pression monte d'un coup, puis redescend et se stabilise à quasiment zéro parce qu'il y a plus, il tourne dans le vide. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un patinage sur obstacle. Donc soit c'est une couche, soit la profondeur atteinte est en corrélation avec l'étude de sol qui nous indique qu'il y a un sol très dense de type d'une roche à la profondeur atteinte. Et à ce moment-là, on vient laisser le pieu comme ça parce il est posé sur une couche qui est très dure. Si ce n'est pas le cas, si on arrive à une profondeur qui n'est pas bonne et qui n'est pas en corrélation avec l'étude de sol, là, on s'inquiète et donc à ce moment-là, on avise et on essaye de trouver une solution pour passer cet obstacle. Donc, soit en réalisant un pontage au-dessus de l'obstacle s'il n'est pas assez grand, soit en déplaçant le pieu à un autre endroit ou en essayant de trouver une solution. Voilà. En tous les cas, d'accord. on n'est jamais resté Et sans. On a alors, moi, ce que, toujours trouvé une solution et voilà. Mais c'est vrai que parfois ça arrive.
Moi, je voulais juste, vous avez peut-être pas regardé juste la date sur l'attestation de conformité. La date du document, c'est le 4 octobre. Et en fait, le premier jour, quand on a débuté le chantier, on était le 30 septembre. Donc, je pense que voilà, on a débuté le chantier le 30 septembre et le 4 octobre, on avait l'attestation de conformité terminée, quoi. Donc ça, c'est vrai que on avait donné à Monsieur de Françu un espèce d'objectif qu'on pensait difficilement tenable, c'est-à-dire de réaliser l'ensemble de la prestation en une semaine. C'était ce qui nous restait dans notre marge de chantier pour pouvoir enchaîner derrière avec le montage des éléments préfabriqués. Et voilà, ça a été tenu puisque 4 octobre, on avait le document avec l'ensemble de ce qu'il fallait pour que le bureau de contrôle voilà, valide définitivement ce qui avait été réalisé. Voilà. Alors, on revient à la question, ces pieux peuvent-ils être modélisés sur des logiciels de calcul de structure? Oui, tout à fait. Tout à fait. On travaille, il y a beaucoup de bureaux d'études structure qui dimensionnent, notamment pour les descentes de charge, les technopieux. Voilà, nous, généralement, on demande aux clients d'avoir des descentes de charge ponctuelles. Donc, les bureaux d'études structure arrivent à intégrer les technopieux dans leur logiciel. Après, tout dimensionnement du pieu reste interne à Technopieux, c'est-à-dire que c'est Technopieux qui dimensionne la taille du tube et la taille de l'hélice, ainsi que la profondeur d'ancrage. Voilà. D'accord. Et ça, c'est en partenariat avec les bureaux d'études structure qui nous donnent des descentes de charge qui sont parfois un peu trop élevées au premier abord. Et puis après une réflexion commune avec notre service ingénierie et puis le bureau d'études, on arrive à trouver le meilleur compromis avec les descentes de charge et le nombre de pieux à installer sur le chantier. Alors, il y a une question sur l'avis technique. Après, on parlera de bilan carbone avec Luc. L'avis technique est valable jusque fin juin Oui. 2020. Et après, Donc on a recours donc à fin juin de la validité de l'avis technique et 6 mois après l'échéance. Et on passe en commission pour renouvellement d'avis technique au mois de mai si on est sorti d'affaires, là, mais sinon ce sera décalé en temps voulu. Mais la conférence, enfin, l'intervention devant le CSTB est programmée pour le renouvellement de l'avis technique. d'accord, très bien. Luc, est-ce que tu nous parlerais un petit peu d'analyse de cycle de vie de ce produit, s'il te plaît? Oui, donc bonjour. Donc je ne sais plus comment est venue au bout du compte au départ l'idée des technopieux. Je ne sais pas si c'est quand on a parlé ACV ou si on a parlé des difficultés du terrain et à l'exiguïté. Franchement, je ne m'en rappelle pas. Mais en tout cas, ça faisait partie des options qui étaient intéressantes sur le plan environnemental. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de FDES pour les technopieux. Et donc, j'ai modélisé avec ce que j'avais, donc avec les informations que j'avais pu avoir sur les caractéristiques des aciers, etc., les quantités, les profondeurs qui avaient été envisagées pour les fondations béton. J'étais parti sur une hypothèse où on avait les mêmes profondeurs. Et à partir de ça, j'ai fait une analyse d'un cycle de vie simplifié des technopieux en prenant des valeurs d'acier, etc. Et on les a comparés avec des solutions béton concurrentes telles qu'elles avaient été envisagées au départ par le bureau d'études de sol. Et j'avais pris des précautions. J'avais mis 2 hélices au lieu d'une et j'ai mis au bout du compte des diamètres de tubes un peu supérieurs à ce que vous avez mis. Bilan de tout ça, depuis, donc vous avez envoyé votre FDES il y a quelques semaines. Donc je l'ai entré dans mon logiciel et à ma surprise, eh bien, vos résultats sont meilleurs. Enfin, à ma surprise, pas une surprise. Vos résultats sont meilleurs que ce que j'avais modélisé et ce que j'avais modélisé était meilleur que le béton.
Donc en fait, la bonne surprise est double, a priori. On était déjà meilleur avec mon hypothèse qui était conservatrice et au bout du compte, donc on est encore meilleur après examen de votre FDES. Mais meilleur, alors tu es Un rapport 3 à peu près sur le carbone 3, 4 sur le carbone 1. Je veux pas m'avancer encore parce que je l'ai pas. Il faudrait vraiment le faire finement maintenant que j'ai la FDES pour être sûr de ce que je raconte. Donc je ne vais pas donner un ordre de grandeur trop précis. Mais en Mais on gros, était sur, enfin, on diminuait quasiment de moitié, non, l'impact voilà, sur le. voilà. Et Voilà. là, on serait un rapport qui est probablement plus de 3 voire 4 3 meilleur. voire 4. Bon, voilà. Voilà, à Donc, vérifier, hein. bah, ça, c'est Sous encore réserve encore, hein. une très bonne nouvelle. Voilà, tout Voilà. à fait. Tout à fait. Alors, d'ailleurs, j'en profite puisque j'ai la parole. Sur un projet de lycée, j'ai envisagé cette solution aussi. Mais entre guillemets, malheureusement, on a un sol très bon. Et au bout du compte, l'engrais de béton avec des fondations superficielles semble beaucoup plus économique. Bon. Alors, Voilà. quand on a un bon Mais sol, peut-être que ouais. M. Françu peut nous sortir un contre-argumentaire. Je suis preneur. En tout cas, si on prend en compte l'analyse de cycle de vie pour faire le comparatif entre les solutions, ça veut dire qu'on compare à la fois, bah, évidemment, économiquement, Mhm, évidemment aussi le temps de chantier, parce que tout à fait. ça peut intervenir comme critère assez déterminant, comme impact déchets, et puis aussi évidemment comme coût, où là, selon les hypothèses, il y aura effectivement peut-être un avantage au béton ou un avantage au pieu métallique en fonction du site. Alors, en Mais fait, pour moi, le principal obstacle, c'est que c'est peu connu, donc peu pratiqué, donc les gens ont moins l'habitude, et donc on ne le prescrit pas ou on n'y pense pas. Actuellement, je travaille pour la bois, je leur ai plus de 2 ans, que je parle des technopieux, etc., et que j'essaie de les inciter à avancer plus là-dessus. Et donc, je pense qu'on a vraiment un inventaire à monter, notamment dans le domaine de la construction bois, puisqu'on a des bâtiments qui sont plutôt plus légers, nettement plus légers même que les conférences conventionnelles. D'ailleurs, c'est un élément aussi qui était sorti dans la CV que l'on avait faite, où on voyait des très grandes différences de poids du bâtiment entre une solution constructive qui a été adoptée et une solution constructive conventionnelle. Donc, je pense qu'il y a vraiment un développement à avoir en mettant en place des collaborations vraiment on ne importantes. t'entend pas très bien, Luc. Ah, Je vais redire un peu ce que tu as dit parce que je ne suis pas sûre. Moi, je ne t'entendais pas très très bien, mais comme je connais le résultat. Donc, en fait, il y a évidemment une corrélation entre le poids du bâtiment et l'efficacité du technopieux. Dans le cadre de notre projet, on a fait l'analyse comparative avec l'appui de Luc sur Cocombim. Et le bâtiment, la même volumétrie en bois, c'est 276 tonnes. Et si on l'avait fait en solution conventionnelle béton, etc., on aurait été sur 1053 tonnes. Donc, évidemment, c'est également un sujet qu'il faut prendre en compte. Donc, les deux Ouais. fonctionnent ensemble. Pour moi, le principal difficulté, ça a été de passer l'étape du bureau d'études géotechniques, en fait. C'était la première étape. Parce que derrière, le bureau de contrôle était vraiment pas du tout. Enfin, pour lui, il n'y a pas eu de souci du tout avec le bureau de contrôle. Et puis, le chantier s'est bien passé. L'inspection générale des carrières était venue voir et était intéressée aussi par le sujet. Donc, le verrou vraiment principal, c'est que les géotechniciens n'étant pas en capacité de réaliser les calculs eux-mêmes, eh bien, ils ne les préconisent pas et ils ont des difficultés. Enfin, il faut vraiment être bien motivé pour arriver à avoir un rapport qui permette d'ouvrir cette solution. Est-ce que Monsieur Defrançu
vous avez des retours sur ce point, un travail avec les géotechniciens peut-être? Ben, nous, on est de plus en plus en contact avec les géotechniciens. Voilà, on se fait de plus en plus connaître auprès d'eux. On travaille dans le même sens, mais c'est vrai que voilà, nous, c'est une solution qui est assez nouvelle, qui est peu connue, donc on peut préconiser. Voilà. Donc, D'accord. mais la collaboration avec les géotechniciens va en s'améliorant en tout cas. D'accord, très bien. Bon, écoutez, tous, est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment car il est 12h02. Nous avons tenu notre délai à quasiment à 2 minutes près. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous voulez d'autres questions, vous nous les envoyez là maintenant. Sinon, voilà. Sinon, on se dit. Juste un mot, j'ai coupé vidéo pour que le son passe mieux. Est-ce que c'est le cas? Un petit peu, vas-y. C'était pour dire que, en fait, au niveau des Technopieux, il y a vraiment une collaboration de haut niveau à mettre en place avec la filière bois. J'essaie donc d'être votre ambassadeur pour ça. J'ai essayé de les alerter sur le fait qu'ils ont nettement amélioré le bilan environnemental des bâtiments bois, pas seulement grâce au bois et ses qualités, mais aussi par d'autres aspects connexes comme les fondations, l'isolant biosourcé, etc. Et il y a vraiment besoin, je pense, de discuter avec eux, le comptable FCBA, etc., pour que ça soit une habitude de prévention. Et que quand on consomme D'accord. du Alors, on bâtiment bois, on t'entend passe tout toujours de pas suite. très bien, Luc. Ah, pardon. On t'entend pas très bien, mais en tout cas, la vidéo qu'on a fait là sur le chantier, elle sera donc, on va la mettre sur le site internet de la passerelle. Vous pouvez la diffuser, l'envoyer, et ensuite on pourra te mettre en contact avec Monsieur Defrançu pour continuer les échanges. Est-ce que, d'un point de vue général, alors vous voyez, à côté de partager l'écran, il y a converser en bas de votre écran, et après il y a réaction. Alors, si vous avez été convaincu par les technopieux, vous pouvez dire, voilà, alors on va faire un petit sondage. Est-ce que vous avez été convaincu par les technopieux? Ouais! Eh ben voilà. Non, il y a Nathalie Collange qui a pas mis. Alors peut-être, il y a encore des questions. Nathalie, est-ce que tu as envie de nous dire pourquoi tu ne serais pas convaincue? C'est bon? Bon, eh ben alors on va peut-être dire au revoir Ouais. à Monsieur Defrançu, et merci à tous. Merci.